Bienvenue à la causerie de ce mercredi avec nous sur ce plateau, Gani Wanide qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. Elia Djeran qui est journaliste, notre collègue ici à ETélé. Bonjour Eli. Bonjour Gilles Christ, bonjour Lali, bonjour téléspectateurs. Ça va ce matin? La pleine forme? Ça va très bien. Et puis Mathias Kolodji-Dejan, analyste politique aussi. Bonjour Mathias. Bonjour Gilles, bonjour Olali. Bonjour Mathias Dejan, merci d'être venu, cher confrère. Nous allons parler ce matin des œuvres de la Fondation Claudine Talon, la fondation de la Première Dame qui ne cesse de parler d'elle dans le social. Mais avant d'en arriver aux œuvres de cette fondation, Mathias Dejan, quel est le rôle des Premières Dames? Bon, merci beaucoup. Je pense que les Premières Dames, à mon avis, devrait beaucoup plus s'engager, surtout au plan social, et pour surtout impacter les populations du point de vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, surtout au plan éducationnel, sanitaire, et pourquoi pas d'hygiène et sur le plan de l'assainissement. Donc je pense, ma foi, que le rôle des Premières Dames devrait beaucoup plus s'inscrire sur le plan social avant toute autre chose. Alors, je vais plutôt parler à Monsieur Ganiou. Pensez-vous également que le rôle de la Première Dame doit plutôt se tourner vers le social? Évidemment que le rôle de la Première Dame, c'est beaucoup plus ancré dans le social. Nous avons vu par le passé que des Premières Dames ont été beaucoup plus politiques. Oui. Cette dimension politique a pris le pas sur le social, mais de façon classique, ici comme ailleurs, les Premières Dames s'engagent évidemment dans le social pour accompagner les populations vulnérables, notamment les enfants et puis les femmes. Donc je crois que au Bénin, nous inscrivons dans cette droite ligne-là. C'est vrai que vous avez fait un peu appel à ce qui se passe ailleurs et même ici aussi. Ce rôle-là que les Premières Dames ont, que ce soit ici ou ailleurs, ce n'est pas constitutionnel. Personne ne parle d'eux dans les textes réglementaires. Mais comment est-ce que la société a pu s'organiser pour pouvoir trouver quand même un mécanisme pour mettre un peu la lumière sur ces personnalités-là aussi du pays? Vous savez, moi, j'ai jeté un coup d'œil sur le parcours un peu des Premières Dames, l'histoire, et je me suis dit, c'est né de la nécessité pour les femmes, des chefs d'État de ne pas trop rester d'abord oisives, et puis de donner un caractère humain à l'action politique, parce que déjà, leurs époux sont ancrés ou bien sont sur le terrain politique tout le temps, et donc elles passent comme le visage, la figure emblématique qui rassemble, qui tisse les liens au niveau de la population, donc qui accompagne la population, surtout vulnérable. Donc je crois que même si ce n'est pas constitutionnel, la société a intégré, accepté ce fonctionnement-là, et nous voyons un peu ce qui se passe ailleurs. Donc la société béninoise n'est pas en marge donc du monde. Donc nous ne faisons que copier les bonnes pratiques qu'on vit ailleurs. Elia Djeran. Oui, une femme, c'est d'abord la moitié de son homme. La femme aux côtés de l'homme l'accompagne dans ces grands projets. Et on a compris que sur le terrain politique, l'homme est très occupé. Il a de grandes ambitions. Il est véritablement ancré dans les grands systèmes politiques. Et la femme a un cœur doux. La femme, c'est le sentiment. La femme, c'est l'amour. Et je crois que vous allez constater que pour la plupart, si nous rentrons un peu dans l'histoire des Premières Dames, beaucoup d'entre elles s'inscrivent dans la droite ligne du social. Pourquoi? Parce que lorsque leurs époux sont engagés un peu dans le développement, toute l'amélioration des conditions de vie, elles aussi, elles prennent donc le volet social pour pouvoir accompagner la jeune enfance. Donc je crois pour ma part que cela s'inscrit aisément dans l'observation que nous faisons depuis même la Genèse. Et déjà, si nous revenons un peu dans le cas de l'actualité, c'est Madame Claudine Talon qui est actuellement au pouvoir aux côtés de son homme, et sa fondation travaille dans beaucoup de sens. Si nous prenons aujourd'hui toutes les actions entreprises depuis 2016 à la création donc de cette fondation,
Plusieurs d'autres actions ont été donc, nous pouvons donc énumérer plusieurs actions, notamment l'hygiène et l'assainissement. Déjà l'accès à la scolarité donc de tous les enfants de façon équitable et la dotation donc de plusieurs infrastructures scolaires, et on ne peut donc cesser de les citer. Ça ne s'arrête pas aussi là. Nous avons également eu la volonté donc de cette fondation à travers donc la promotion donc de l'excellence en milieu scolaire. Depuis 2016, que ce soit au niveau du CEP, du BPC que du bac, il y a déjà en réalité des distinctions et donc des dons qui sont donc octroyés chaque année pour pouvoir donc motiver donc les enfants à aller davantage. Donc je crois que on ne peut pas comprendre qu'un homme soit entièrement très engagé et que la femme soit oisive. C'est déjà la bonne raison qui motive en réalité les bonnes dames, pour ma part, à pouvoir donc accompagner les époux beaucoup plus dans le volet social. Mathias Desjans, la création de cette fondation a suscité beaucoup de remous dans le temps au sein de la population. Ils se demandaient pourquoi une fondation. La première dame devrait peut-être rester calme, puisqu'on a l'habitude de voir peut-être entre griffes nos premières dames rester calmes. Mais aujourd'hui, à voir les œuvres de cette fondation, il y a vraiment de quoi. Merci. Je pense d'abord que, pour revenir un tout petit peu sur l'interrogation de Gilles tout à l'heure à Iné, je pense que tout ne peut pas être constitutionnel. Il y a ce qui est prévu par les lois, mais il y a les réalités que nous vivons qui obligent aussi à prendre un certain nombre de mesures. Et je pense pour ma part que les premières dames sont entièrement et pleinement dans un rôle qui, ma foi, impacte la société. Maintenant, les remous qui ont été suscités par la création d'une fondation, vous savez, nous sommes un pays souvent de polémique. Quelle que soit l'action que vous entreprenez, que vous engagez, même si ça vise un objectif utile pour le développement de votre pays, les gens trouveront toujours à dire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les gens ont créé une fondation encore pour s'enrichir, alors que tout le monde sait que les objectifs d'une fondation, d'abord, ce n'est que sur le plan beaucoup plus social. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut se rassurer de ce que cette fondation avait. On avait besoin de créer une telle fondation. Chacun a sa manière de faire du social. Nous avons connu des premières dames qui sont restées passives et qui, à des moments donnés, s'annoncent beaucoup plus au plan politique pour distribuer, par exemple, des fournitures scolaires, mais ça avait des intérêts beaucoup plus politiques. Mais nous avons une première dame qui, disons à l'image de son mari, a décidé quand même d'aller de façon méthodique, structurée. Et donc, c'est heureux pour le peuple béninois parce que Elie Adjeran venait de citer quelques actions. Et on ne peut pas s'arrêter là. Il y a sur le plan sanitaire beaucoup d'actions qui ont été engagées, notamment sur la réduction du VIH-Sida, surtout la transmission de la mère à l'enfant ou la première dame. Sensibilisation. De par sa fondation, s'est résolument engagée à inviter les acteurs à l'accompagner pour que nous puissions réduire même à zéro la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Et on ne s'arrête pas là, les femmes qui souffrent de fistules obstétricales et tout ça, la fondation s'est engagée aussi à les accompagner beaucoup plus parce que ces femmes vivent un certain nombre de difficultés dans la société où nous sommes. Et sur le plan d'infrastructure et consorts, donc je pense que les résultats que nous avons aujourd'hui de cette fondation font que nous ne pouvons que dire quand même que cette fondation avait lieu d'être créée. Donc ça a tout son sens. Des actions d'ordre social, il a tout à l'heure donné des exemples pour renchérir aussi les propos de Elie Adjeran, Gani Wanidé, les impacts forcément sur la société, ça va se faire ressentir, non? Évidemment. Et moi, je voudrais m'atteler ce matin sur le volet éducation. Oui. Et c'est une dame qu'on voit véritablement active dans ce secteur-là. Quand il faut construire des modules de classe, des blocs de latrines, l'accès, les adductions d'eau dans les établissements, des prix accordés donc aux meilleurs élèves pour inciter donc l'excellence, l'émulation intellectuelle dans nos collèges et lycées, toutes choses qui permettront aux jeunes enfants d'avoir un cadre de vie un peu plus, confortable et les inciter à fournir plus d'efforts. Donc je trouve que
comme les autres l'ont dit, c'est une dame qui, déjà, c'est une forte personnalité, très discrète, mais surtout méthodique. On a le sentiment que ça ne parle pas beaucoup, mais ça agit énormément sur le terrain. Donc, les actions parlent pour elle. Vous faisiez cas tout à l'heure donc des remous suscités. Bon, la réponse a été excellemment apportée par mon ami. Comme pour dire que nous sommes dans une société où, quelles que soient les actions que vous entreprenez, la polémique, ça enfle. Nous sommes dans un pays d'affabulation, de suspicion, de procès d'intention. On peut pas, à partir des ressentis des gens, déterminer une action ou ne pas la déterminer. Donc, finalement, le temps donne raison à la première dame de ce qu'il était utile, nécessaire de mettre sur pied cette fondation qui œuvre inlassablement aux côtés de nos populations, qui apporte donc un soulagement à nos concitoyens dans des situations difficiles, surtout les femmes. Elle a cette tendance-là à travailler pour sortir les femmes de leurs difficultés, tant sur le plan sanitaire que sur le plan de l'émancipation, de leur épanouissement. Parce qu'une femme qui est épanouie, qui sait se prendre en charge, participe évidemment donc à la vie de la famille et le cas par exemple de la transmission donc du VIH de la mère à l'enfant où des colloques ont été organisés, elle fait venir donc les directeurs donc d'organisations internationales, c'est-à-dire que de façon structurelle c'est la première fois où on a une première dame dont les actions sont si retentissantes, c'est-à-dire que ça donne une visibilité et la discrétion dont on parlait par rapport à la personnalité n'a pas ça, c'est pas son équivalent au niveau donc des actions, parce que au niveau des actions, la fondation travaille à offrir une certaine visibilité évidemment donc à tout ce qui se fait et vous allez sur internet, dire que dans tous les médias elle est présente. Donc, il faut saluer cela et espérer que les actions puissent continuer par impacter positivement nos concitoyens. Alors, Élie, quels sont les impacts de ces œuvres-là sur le développement de la nation? Mais justement, vous savez, lorsque vous travaillez d'une manière structurée, très organisée, on ne peut qu'avoir des résultats véritablement impactants. Parce que, figurez-vous, comme toute bonne dame, elle aurait pu dire, mon mari est à la charge, nous sommes dans le système, on attend un peu la rentrée scolaire, on cherche un peu de financement, on va offrir des kits scolaires pour dire, bon, nous-mêmes, on a fait comme madame tout le monde. Mais c'est déjà une action pérenne. Une action aujourd'hui, la mise en place donc, de cette fondation, d'abord permet aujourd'hui à certains jeunes d'avoir de l'emploi. Parce que là, c'est des gens qui sont absorbés dans cette fondation-là, qui travaillent au quotidien. C'est plusieurs compétences mises au service donc, du développement. Mieux, c'est plusieurs plans d'action donc déjà planifiés qui leur permet aujourd'hui de pouvoir savoir quelles sont donc les priorités et quelles seront donc les actions à entreprendre de façon discontinue. Donc, je crois qu'aujourd'hui, que si nous prenons toutes les actions donc de cette fondation, nous sommes en droit de nous dire véritablement que c'est le Bénin qui gagne. C'est déjà une fondation qui va même exister au-delà du pouvoir. Ce n'est pas une fondation qui est née pour pouvoir accompagner juste son mari pendant 5 ans, mais c'est une fondation qui serait toujours là à travailler avec les organisations internationales, toujours aux côtés donc de la population pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc je crois que ça n'a rien de politique, ça n'a rien même de polémique. En tant que personne bien réfléchissante, on doit se dire, c'est un peu comme une organisation, comme tout le monde, des gens qui créent des ONG qui disent nous sommes également dans le social. Donc je crois que c'est peut-être la casquette que porte aujourd'hui la première dame qui pourrait peut-être susciter un peu la polémique. Je crois qu'on doit mettre de côté toutes ces interprétations. Il faut d'abord saluer l'action magnanime donc de la personne qui se dit que au-delà d'être aux côtés de son homme, je me dis j'ai un cœur, je suis au cœur d'une société qui souffre et j'ai quand même des potentialités et j'ai voulu retourner l'ascenseur à mon peuple. Et je crois que c'est cela. Si aujourd'hui nous voyons à peu près dans les écoles le dispositif de lavage des mains,
que nous avons observé un peu partout et qui a été véritablement médiatisé. C'est vrai qu'au côté de son homme, il y a un style de communication qui n'est pas vraiment de la propagande. Les gens travaillent et puis sont sereins et ils observent en réalité le résultat. Quand ce n'est pas là, c'est parce qu'on ne peut même s'empêcher de communiquer. C'est pour cela. Mais les enfants déjà disent donc ils vont peut-être faire leurs petits besoins. Parce que là, on construit des latrines, on leur met des dispositifs de lavage des mains et ensuite on les accompagne avec même une certaine sécurité alimentaire. Ça voudrait dire que sur toute la chaîne, il y a véritablement un suivi qui est donc fait. Donc je crois que c'est la santé des enfants qui est donc prise en compte. Et juste après cela, on constate qu'à la fin de l'année scolaire, les meilleurs donc de chaque promotion ou de chaque niveau scolaire sont véritablement donc primés. Donc tout est bien planifié pour pouvoir donc accompagner. Et c'est ce que nous recherchons. Quand vous voyez à peu près même les communes identifiées, ce n'est pas des communes choisies à tout hasard. C'est des communes qui ont été d'abord analysées et on a compris que l'espérance de vie, déjà le niveau de la paupérisation est très avancé dans ces communes-là. Donc ce n'est pas fait à dessein. Et je crois que progressivement, toutes les communes sont en train donc de bénéficier de la Fondation Talon. Ça n'a rien d'avoir de régionalisme. On ne peut pas dire que c'est parce que la première dame est de telle région que peut-être toutes ces actions sont concentrées dans telle région. Je crois que c'est le peuple qui gagne et c'est le vrai développement que le Bénin est en train d'amorcer progressivement. Donc je crois que aujourd'hui, à parler donc des œuvres de Madame Claudine Talon, c'est véritablement l'encourager à pouvoir aussi diversifier ses actions, toujours dans le volet social, et que cela ne s'arrête pas en si bon chemin. Qu'on soit donc qu'on soit de la vie de tout chacun de nous, qu'on puisse dire, voilà les œuvres directes donc de la fondation. Les impacts, qui soient peut-être de façon visible. Mathias Koulodi-Dedjan, il a mis tout à l'heure l'accent sur les impacts au niveau de nos collectivités, même dans notre vie quotidienne. Tout à l'heure, tout un chacun de vous, vous avez relevé certains secteurs, l'éducation, la santé, et même le social tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que lorsque le chef de l'État, lui, qui peut-être est au cœur de plusieurs procès de détention, plusieurs suspicions, n'est pas toujours compris, si par exemple la première dame, à travers sa fondation, va faire des dons, est-ce que c'est le symbole même de ce que jusqu'aux populations à la base, on apporte même de l'espoir pour peut-être les plus incrédules? Non, moi je pense que chacun est dans son rôle. Oui. Le chef de l'État et son gouvernement sont dans leur rôle de développement de ce pays et même social. Je pense qu'au début, on a accusé le gouvernement de ce qu'il n'y avait pas du social et tout ça. Mais ça a commencé par s'améliorer. Maintenant, pour revenir aux actions de la première dame, je pense que c'est un peu comme une mère de famille et qui décide d'accompagner le développement en tout cas, le président de la République qui se retrouve dans ce cas-là, être le père de la nation, pour apporter en fait de la joie au cœur des plus démunis de la nation. Et quand par exemple, en prélude à la rentrée, elle a fait don de beaucoup de kits scolaires à des enfants démunis, par exemple, qui étaient dans le besoin des sacs au dos, des cahiers, ainsi de suite. Et elle ne s'arrête pas là. On a cité tout à l'heure le plan sanitaire et beaucoup d'autres plans qui sont abordés. Donc moi, je pense que le souci qui est, en tout cas, la vocation même du centre ou bien de la fondation, c'est quoi? C'est d'améliorer ou bien les conditions de vie des femmes et des filles en situation difficile. Donc, je pense que les personnes ciblées dans ce cas-là, c'est des personnes qui sont vraiment dans le besoin et on ne peut qu'encourager en fait la première dame à continuer dans ce sens-là et à augmenter, en tout cas, à redoubler d'efforts parce que le développement de ce pays-là doit prendre forcément par le développement des plus, en tout cas, d'un certain nombre de services à l'endroit des plus démunis. Et je l'invite beaucoup plus même, j'invite cette fondation-là à aborder les aspects beaucoup plus nutritionnels désormais. Parce que sur ce plan-là, il y a beaucoup de problèmes que nous vivons. Sur ce plan, même quand vous allez dans nos écoles qui n'ont pas de cantine scolaire aujourd'hui, la façon dont ces écoliers-là sont servis, le repas qui leur est servi et tout ça, il faut que désormais, ces gens de fondation-là aient un regard sur tout ça et accompagner aussi leur part. Il voulait dire quelque chose par rapport à ça. Oui, justement, même la fondation Claudine Talon travaille également déjà dans ce sens, à travers son ONG partenaire Aide et Action.
parce que déjà dans son dispositif organisationnel, et la fondation s'est dite que dans son action, on ne peut pas laisser des enfants pour compte, il faut quand même assurer déjà le suivi en matière de qualité nutritionnelle. Donc ce volet que vous prévoyez ou que vous énumérez également pris en compte dans la fondation, par la fondation Claudine Talon. Mais ce qu'il faudrait aussi rappeler, c'est qu'au fait, c'est l'organisation interne que nous vous observons au sein donc de cette fondation. Qui déjà, on ne travaille pas d'une manière tous azimuts. On observe d'abord les priorités selon les faits de société et on essaie d'apporter des réponses directes. Et quand il y a une sortie, on voit que l'impact est là. Ça voudrait dire que dans toutes les communes aujourd'hui, même quand vous allez dans la commune d'Adjara, où déjà pour la plupart les gens n'avaient pas accès à l'éducation, simplement parce qu'ils avaient des difficultés. Mais la fondation Claudine Talon est venue apporter une réponse. Il y a d'abord la construction des salles de classe. Parce que figurez-vous, des gens travaillaient sous des abattements. On dirait être à Porte de Porto Novo, mais on se pose la question de savoir si vraiment nous sommes dans le département de Lomé. Donc je crois que ça voudrait dire que cette fondation-là gagne en matière de confiance auprès donc de la population vulnérable. Et déjà, les partenaires techniques et financiers font confiance véritablement à cette fondation parce que c'est également une obligation de résultat. Lorsque la fondation est accompagnée, les actions sont produites et les résultats sont véritablement clairs. Mais parlons justement de résultats. Au plan éducatif, la rentrée vient de commencer par exemple. Quels sont les impacts de ces actes d'ordre social sur le milieu éducatif, tout simplement, Daniel? Oui, nous parlons tout à l'heure de complémentarité. Oui. Quand vous savez, déjà le gouvernement a mis en place un programme de cantine scolaire. Oui. Et la fondation, donc, Claudine Talon, vient intervenir dans le même champ et produit donc des latrines, produit des kits de lavage d'eau. Vous savez que donc, cette complémentarité-là, elle manifeste. Et nous avons évoqué tout à l'heure le fait que cette fondation-là primait les meilleurs apprenants. Donc, évidemment, dans le champ de l'éducation, les actions ne peuvent qu'être bénéfiques, positives pour les jeunes apprenants. Et il faut pas... L'espoir pour peut-être des démunis. Et il faut rappeler, 45% de la population béninoise a moins de 15 ans. Ça suppose que les actions menées par cette fondation qui vont dans le sens donc, de l'éducation ne peuvent que sortir nos enfants vers donc, des choses positives, ne peuvent que les accompagner donc, dans leur évolution. Et c'est tout l'intérêt que nous observons dans la démarche, dans l'organisation, dans les actions menées. C'est elle qui disait tout à l'heure que les actions sont ciblées, évidemment. Donc, en observant un certain nombre de choses, les actions sont tellement organisées et coordonnées dans le sens de permettre à ce que les jeunes âmes rencontrées dans nos écoles puissent avoir un cadre de vie et de travail quelque peu confortable. Oui. Mathias Desjans, on a vu sur une chaîne la définition du logo qui signifierait voilà, la grand-mère, la mère et la fille. Pensez-vous qu'à travers les œuvres de cette fondation, c'est pour l'épanouissement de la femme béninoise? Oui, je crois. Leur vocation déjà, c'est d'améliorer les conditions de vie des femmes et des filles en situation difficile. Donc, je pense que la cible principale de ce fait-là, c'est la gente féminine. Oui. Et donc, c'est une femme qui a posé d'ailleurs la question. Voilà. Ça leur tient beaucoup à cœur. Voilà, et je pense que quand on prend même le genre au niveau du Bénin, c'est beaucoup plus la femme qui a un certain nombre de difficultés, surtout sur le plan de l'épanouissement, de l'éducation et consorts. Donc je pense que le fait de focaliser les actions beaucoup plus sur la femme va permettre à ce que, en tout cas, les actions puissent permettre aux femmes désormais d'être beaucoup plus épanouies. Et Gilles posait la question tout à l'heure, surtout sur le plan éducationnel, l'impact que ces actions ont. Je pense que la Fondation s'est beaucoup plus aussi engagée, j'allais dire, dans le parrainage d'un certain nombre d'enfants, notamment les filles, dont la scolarité est entièrement prise en charge. Et un accord a été même signé avec le Conseil des affaires éducatives du Bénin, où déjà en 2018, on a pris 20 filles qui ont été parrainées. Donc,
dont les parents ne devraient plus désormais se chiner pour aller chercher de l'argent pour payer leur scolarité. Donc je pense que ces actions du genre n'ont qu'un seul objectif, permettre à ce que le taux de scolarisation dans notre pays, surtout des filles, puisse véritablement augmenter. Et donc, je pense qu'on ne peut que encourager ce genre d'action et espérer que ça va continuer dans le temps et même après, quand même, comment dit-on, le pouvoir du président Talon. C'est ce qui est plus important, la pérennisation des acquis et surtout la continuité des actions qui ont été engagées depuis 2016. Parce que beaucoup ont fait le procès, disons, à cette fondation-là de ce que, pourquoi est-ce que pendant longtemps, on n'a pas eu une telle initiative alors qu'on avait les moyens de le faire. Et c'est seulement à partir de 2016 que ça a commencé. Moi, je dis, quel que soit le moment ou bien la période où cela a commencé, le plus important, c'est les résultats que nous avons et la pérennisation en fait des actions du genre. Donc, on va souhaiter que même après 2000, comment on appelle, après le mandat ou bien les mandats du président Talon, que la fondation Claudine Talon puisse continuer à impacter les couches les plus vulnérables de notre pays pour que nous puissions quand même accomplir un développement sur ce plan social là aussi. Gagnou, il a fait de pareil. Juste un mot pour dire que l'impact de ces actions-là s'observe désormais. C'est vrai que ce n'est pas que ça, c'est seulement ça. Mais quand vous allez dans les salles de classe aujourd'hui, il y a plus de femmes, plus de filles que de garçons. Donc déjà, le fait d'accompagner les filles les incite davantage à aller à l'école, à côté notamment donc des efforts du gouvernement. Très bien. Tout ceci dans un registre peut-être désintéressé du social pur et simple, Elie? Absolument. Aurélie disait tout à l'heure, elle a présenté l'arbre généalogique, la grand-mère, la mère et l'enfant. Et je crois que c'est cela. C'est cela. Et c'est ce qui m'intéresse davantage quand j'apprécie les œuvres de la Fondation Claudine Talon, parce que figurez-vous, c'est déjà une fondation. Quand on parle de fondation, ça vous dit la base même qui est mise en place. Et on n'a pas de raison que sur plusieurs générations, sur 15 ans, sur 20 ans, l'impact ne soit continuel. Parce que, voyez-vous, quand nous apprécions déjà les œuvres qui sont entreprises, ou du moins les œuvres déjà posées, on se dit que c'est pour une longue durée. On sait déjà que l'enfant qui bénéficie aujourd'hui d'une bonne condition sanitaire, qui arrive donc à aller à l'école, peut avoir un certain épanouissement. Et mieux, dans le volet, toujours sur le volet éducatif, on comprend que les prix qui sont donc donnés aux enfants chaque année vont d'une manière diachronique. En première, c'est-à-dire en 2016, on a vu que c'était d'abord des kits scolaires qui étaient donnés. En deuxième, c'est-à-dire en 2017, on a eu également donc des smartphones. Et au fur et à mesure, en fonction donc de la technologie, au fur et à mesure de l'évolution de la technologie, ils essaient donc d'adapter les prix. Donc, ça voudrait dire que à chaque année, il y a toujours une innovation. Chaque année, il y a toujours une plus-value. Chaque année, véritablement, il y a véritablement quelque chose c'est-à-dire de plus sacré qui vient donc donner une touche particulière à l'évolution des actions de la Fondation. Donc, on ne peut qu'espérer que, pourquoi pas, d'ici 2 ans encore, que les meilleurs, ces premiers donc, du Bénin puissent bénéficier donc d'une bourse d'études à l'étranger pour pouvoir donc avoir véritablement des suivis. Que déjà même cette Fondation aille également c'est-à-dire intègre dans ses plans d'action une prise en charge donc de ces enfants et également importer certaines innovations au plan technologique pour la formation à la base. Donc je crois que on ne peut que finir d'encourager c'est-à-dire en incitant donc cette fondation à mieux faire au quotidien et surtout que son action ne vienne pas s'estomper en 2021. Que cela donc puisse exister après donc le pouvoir. Très bien. On nous a appris au cours primaire une notion, la couche d'ozone, qui participe notamment à la protection de notre atmosphère terrestre. Ça nous préserve des impacts des rayons, enfin des radiations solaires. Et il y a une journée même qui a été consacrée à ça, la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Ça a été célébré par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable ici au Bénin. Et Mathias Koulodji-Dedjan, vous êtes dans un domaine un peu proche de l'environnement tout de même. Quels sont les efforts que nous fournissons au quotidien ici au Bénin dans le cadre de la préservation de la couche d'ozone? Merci. Bon, je pense que vous venez de nous plonger un peu dans ce qu'on nous a appris et je pense que l'atmosphère constituée de 3 couches. Il y a la troposphère,
comment on appelle la stratosphère et enfin la mésosphère. Et je crois que la couche d'ozone, la couche d'ozone, c'est beaucoup plus au niveau de la stratosphère là. Et comme déjà la dénomination l'indique, c'est qu'elle est constituée en grande partie d'ozone, qui n'est qu'un assemblage de molécules d'oxygène. Et je crois le rôle capital que joue cette couche d'ozone, surtout à haute altitude, c'est qu'elle retient une grande partie du rayonnement, des rayonnements ultraviolets qui sont en fait nuisibles pour les organismes vivants et pour les écosystèmes que nous constituons sur la planète Terre. Donc s'il n'y avait pas la couche d'ozone, la vie ne serait pas possible sur la Terre. Et donc voilà donc c'est ce qui ressort l'importance en fait de la protection en fait de cette couche d'ozone là. Et pendant longtemps, les actions de l'homme et même en tout cas liées au climat et tout ça ont fait qu'il y a une trouaison terrible de cette couche d'ozone là, ce qui a commencé par inquiéter l'humanité. Et les actions ont été engagées, je crois, depuis 1989, il y a eu un protocole de Montréal et qui en fait s'est engagé ou bien a réuni les États pour qu'on puisse véritablement réfléchir sur comment faire pour que on puisse commencer par lutter contre cette destruction-là de la couche d'ozone. Et je voudrais quand même dire que le Bénin aussi participe au débat. Et le thème de cette année, je crois qu'on est à la 32e édition, c'est quoi 32 ans et voie de guérison. C'est ça. Cela veut dire qu'à un moment donné, les gens ont commencé véritablement, de par les actions qui sont menées, on a commencé par sentir un certain impact sur, effectivement, comment on appelle-t-on, la destruction, la réduction en fait de la destruction de la couche d'ozone. Et même, ils ont même dit de l'ordre de 1 à 3% chaque décennie. C'est-à-dire, chaque 10 ans, au moins, les actions engagées contribuent à 1 à 3% à réduire, en fait, ce trou-là qui est déjà créé. Et je crois, le Bénin a commencé par mener beaucoup d'actions. Il s'agit notamment, par exemple, de la sensibilisation ou de la formation même des différents acteurs. Il s'agit notamment des associations de frigoristes, même des ingénieurs de froid, des professeurs d'université, tout ça, et même des écoles qui ont pour formation sur en fait la gestion du froid et consort. On a commencé par les sensibiliser sur en fait comment l'appelle-t-on, l'amendement de Kigali, puisque le protocole de Montréal a subi au moins 5 amendements déjà, et à Kigali les gens ont mis l'accent sur la réduction des hydrofluorocarbones qui en fait constituent un danger notable. C'est beaucoup plus utilisé dans les engins frigorigènes qui des dégâts déversés dans l'environnement contribuent à une destruction énorme de la couche d'ozone. Donc, les actions que mène le Bénin, c'est beaucoup plus la sensibilisation dans ce sens-là. Et même, quels sont les fluides frigorigènes que nous devons utiliser ici au Bénin. On informe les différents acteurs sur ça, surtout les associations départementales de frigoristes et tout ça sur les différents fluides, les équipements, comment manipuler ces fluides-là. Et les différentes formations continuées. Donc, je pense que c'est beaucoup plus les actions sur lesquelles on est en train d'agir. Et on demande également à la population, surtout, de pouvoir avoir un certain nombre de comportements. Parce que le changement climatique aussi a un impact sur la destruction de cette couche d'ozone-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on demande aux gens beaucoup plus d'aller à des reboisements, d'avoir des comportements qui protègent l'environnement et tout ça. Donc, je pense que les actions sont en train de parler d'elles-mêmes. C'est le point que le ministère du cadre de vie a fait à travers le Bureau national de l'ozone. Donc, je pense que... On va revenir à vous tout à l'heure. Très bien. Elie Adjiran, les populations sont-elles conscientes de leurs responsabilités en matière de préservation de la couche d'ozone ici au Bénin? Oui, bien évidemment, avant même l'accord cadre de Montréal, comme il y a d'abord la conférence qui a eu lieu à Tokyo,
où déjà on invitait certains pays membres à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Parce que déjà on constate qu'à travers la pollution, notre système de la couche d'ozone est donc détruit, et le système est détruit, et progressivement cela ne favorise plus l'assainissement et l'épanouissement de l'homme. Et déjà une fois cette planète détruite, il ne peut plus avoir donc de vie. Donc les UV sont déjà très indispensables pour essayer donc de pouvoir préserver le contact entre l'émission donc de ces rayons envoyés et le contact humain. Il faut forcément donc cette couche d'ozone là. Et déjà je crois que la conscience a été déjà prise. Au cours donc des grandes conférences, chaque pays a été donc invité à pouvoir donc réduire progressivement l'émission donc de ces gaz. Et cela s'illustre aisément à travers donc les reboisements. Ici au Bénin, on a compris que sur plusieurs décennies, il y a plusieurs campagnes. Des campagnes qui sont donc enclenchées pour pouvoir assurer et inviter la population au reboisement. Et on a compris que forcément aujourd'hui, tel comme on le voyait par le passé, les questions d'exportation des bois ne sont plus comme cela, parce que des gens procédaient à l'abattage donc des arbres. C'est aussi un système qui détruit l'écosystème et expose également, ça dit, déséquilibre quand même notre système climatique, et nous voyons véritablement que déjà le climat n'est plus assaini et favorable donc à la culture. Donc je crois qu'aujourd'hui que à travers donc le ministère du cadre de vie, beaucoup d'actions sont déjà entreprises, et nous sommes en train donc de les inviter à travers donc le bureau national donc de l'ozone à pouvoir donc sensibiliser. Les acteurs frigorifiques sont déjà associés, parce que déjà ce sont eux qui exploitent déjà en réalité les œuvres importées qui constituent une menace donc pour notre système écologique. Donc je crois qu'aujourd'hui que la sensibilisation est déjà venue comme première action. Mais on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Il faudrait aussi davantage renforcer donc le dispositif environnemental en matière de reboisement. Parce que si nous avons même un système naturel qui nous permet d'avoir 2 saisons normales, 2 saisons pluvieuses, 2 saisons sèches, et il n'y a plus un déséquilibre donc de notre système, je crois qu'on n'aura plus autant peur donc de notre système d'ozone. Je crois que c'est une action qu'il faut donc encourager et amener derrière les universitaires, les artisans, quels que soient les acteurs qui interviennent donc dans ce système-là, à pouvoir donc prendre davantage conscience. La population, même en réalité nos motos, nous avons compris à un moment donné que dans la ville de Cotonou, comme dans tout le Bénin entier, c'est des véhicules d'occasion qui sont donc envoyés. Ces gaz aussi, donc, qui sont émis, détruisent, détruisent, voilà, notre système. Et je crois que c'est grave pour notre système-là. Donc, je crois que l'invitation qui est donnée à travers le ministère du cadre de vie constitue déjà une avancée considérable pour l'amélioration donc des conditions de vie de la population. Gani Wanide, c'est vrai que quand on parle de la préservation de la couche d'ozone, la population est beaucoup plus incrédule parce qu'on se dit c'est un thème technique. Quelle est la responsabilité de ces populations dans la préservation de cette couche? Déjà, permettez-moi de dire qu'après le cours des professeurs Mathias et Elie, la classe de fin. Revenons à votre question. Évidemment que les populations sont conscientes de la nécessité de préserver l'environnement, parce que c'est quelque chose qui se vit. Vous allez dans la ville ou dans nos contrées, les gens vous disent il fait de plus en plus chaud. Oui. C'est déjà un ressenti, c'est déjà un constat. Mais il faut dire que des efforts sont faits pour que cette situation-là s'améliore. Parce que quand vous voyez un peu les statistiques, on nous dit que de 90 à 2010, pratiquement près de 135 milliards de tonnes de CO2 ont été donc éliminés pour permettre à ce que la membrane que constitue la couche d'ozone soit préservée. Donc, il y a des actions qui sont faites, qui sont menées, et c'est vrai que avec le thème rappelé par Mathias tout à l'heure, on incitait donc les acteurs, que ce soit de façon individuelle ou collective, à agir, non seulement à apprécier déjà les efforts qui sont faits, mais à agir davantage pour que cette couche d'ozone-là soit non seulement restaurée, même préservée. Donc les populations effectivement sont conscientes, et de plus en plus vous aurez observé que déjà on a parlé de motos à 2 temps. Oui.
c'est une prise de conscience de ce que de la nécessité de changer un peu. Il y a de plus en plus de la promotion des gaz. Hein, on appelle à délaisser donc les bois de chauffage parce que le fait de couper les arbres de façon tous azimuts dans nos contrées participe également donc de cette détérioration de la couche d'ozone. Donc c'est une prise de conscience et les acteurs politiques font l'effort qu'il faut et j'espère que la sensibilisation va continuer, surtout dans nos contrées où les gens sont quelque peu n'ont pas accès à ces informations. Il faut que les radios communautaires, les médias soient pris, surtout les autorités à la base. C'est là le rôle de la décentralisation. Les autorités à la base doivent accompagner nos populations pour les aider donc à prendre la mesure des enjeux qui se jouent actuellement, parce que une planète, c'est Gandhi qui disait que nous empruntons aux générations à venir la terre, c'est-à-dire que ça ne nous appartient pas. Et notre rôle, c'est de travailler à léguer, donc à donner cette terre-là dans un état beaucoup plus protégé, vivable à nos enfants. Donc c'est important. Mathias Desdian, est-ce que le message est entendu? Bon, on ne peut pas dire que le message n'est pas entendu, mais il faut nuancer quand même. Je pense que là où le message est beaucoup plus compris, c'est beaucoup plus au niveau de ceux-là qui ont un niveau quand même d'instruction donné, et surtout dans nos grandes villes du pays. Mais vous savez, toute activité de l'homme a un impact quand même sur l'environnement, et par ricochet sur l'émission des gaz à effet de serre, on n'en parle même plus. Et je pense que les activités agricoles ont aussi un impact, même si l'impact n'est pas considérable. Vous savez, il y a des produits et des intrants qui ont des répercussions sur l'environnement, et en principe ces intrants ne devraient être manipulés d'une certaine manière, mais ce n'est pas toujours ce qui se fait dans les contrées les plus reculées du pays. Certes, le ministère de l'Agriculture, à travers les ATDA, les agents territoriaux de développement agricole aujourd'hui, en tout cas est en train de faire un grand effort, surtout en la matière, mais il faut davantage aller à la sensibilisation. Et je crois à cette 32e édition, ils ont mis l'accent sur surtout les radios communautaires, comme l'a souligné tout à l'heure Kani Wainde. Et je pense que ça doit aller beaucoup plus en langue locale pour que les gens puissent comprendre que l'environnement, le milieu dans lequel nous vivons, de par les actions que nous menons, nous pouvons nous créer encore des dommages à court, moyen et long terme. Et donc, il y a un changement de comportement à adopter. Même si je dois manipuler un intrant agricole aujourd'hui, il faut que je prenne des conseils au niveau des agents de développement agricole qui sont dans mon milieu. Et je pense que l'État doit davantage continuer dans ce sens. Un effort est déjà fait. L'autre chose aussi, c'est que, bon, on ne peut pas refuser. J'ai vu tout à l'heure dans le développement de Eli, on ne peut pas refuser d'aller forcément au déboisement. Mais ce qui est à souhaiter, c'est que le plan d'aménagement doit être vulgarisé pour que celui qui arrive à faire une plantation, lorsque, au moment où il fait la récolte, ou du moins l'abattage de ces arbres-là, qu'il puisse automatiquement aussi prévoir un plan de reboisement pour que nous puissions régler en fait le problème de changement climatique quand on soit un peu sur ce plan. Donc on va souhaiter quand même que les actions du genre puissent en tout cas se multiplier. Déjà le thème de cette année, c'est qu'il y a des avancées qui sont faites, mais on ne peut pas se limiter à ça, parce que bon, vous savez, même les industries que nous avons chez nous, elles doivent prendre conscience, toutes les industries doivent mettre en fait des dispositifs en place pour que ce qui est libéré en termes de gaz soit récupéré
pour ne pas être directement libérés dans l'environnement. C'est Et ça. il y a beaucoup d'industries qui le font. Mais C'est, je pense que, bon, il reste encore à dire, l'État doit davantage mettre Gagnou d'abord. accent. Gagnou d'abord. Rapidement, parce que par rapport à votre question, vous demandiez si la population était consciente des enjeux. Oui. Et moi, de plus en plus, je vois des jeunes sur les réseaux sociaux chaque samedi qui passent dans la ville et qui prennent les sachets plastiques. Donc, des jeunes sont conscients de la nécessité de la préservation de l'environnement. Donc, il faut saluer cette initiative et demander à ce que d'autres jeunes, parce qu'ils sont quelques-uns, à peine quelques cinquantaines, et comme ça se fait ailleurs, dans d'autres villes, que la jeunesse puisse se mobiliser, parce que c'est d'abord c'est la terre, et c'est d'abord pour elle, c'est d'abord pour son avenir. Donc, il y a besoin donc que les jeunes s'engagent davantage. Voilà. Elie voulait réagir tout à l'heure. Il est bien dit dans notre constitution, un environnement sain pour une vie saine. Aujourd'hui, je crois que la politique actuelle que le ministère du cadre de vie doit mettre en place, c'est déjà un plan de communication publique. L'information, l'éducation, la communication. Communiquer pour un changement de comportement et communiquer pour un changement social. Je crois que si déjà toutes ces actions, les médias sont associés à la base, c'est-à-dire en complément aux collectivités locales et aux efforts déjà déployés par l'autorité centrale, je crois qu'il n'y a pas de raison que d'ici quelques années, on se mette déjà à se frotter les mains et se dire que vraiment nous-mêmes nous pouvons être cités dans les pays en voie de développement. Parce que figurez-vous, ce qui manque au fait pour nous beaucoup plus au Bénin, c'est l'ignorance. Parce que là, beaucoup sont ignorants, mais ils prennent déjà conscience, parce que les agriculteurs, eux aussi, comme par le passé, les agricultures itinérantes se brûlent. Tout comme on essaie donc de brûler pour essayer de pouvoir calciner en réalité les herbes sur les terres. Tout cela a un impact sur notre environnement. Et je crois qu'il faut davantage renforcer, et ceci à travers la sensibilisation, renforcer vraiment la sensibilisation. Voilà. Gagnou, vous voulez compléter quelque chose? Oui, aujourd'hui où nous parlons d'asphaltage, il faudrait que les autorités du ministère du cadre de vie puissent penser à cela. Parce que quand les gens entendent grande ville, ils pensent seulement béton. Il faut que ces autorités prennent en compte la dimension verdure au cœur même des villes. Vous voyez une ville comme Paris, il y a quasiment à l'intérieur de Paris quasiment des mini-forêts. Donc il faut que les gens, il faut que surtout dans nos grandes agglomérations, on investisse un peu plus aussi dans en quelques mois, moi je pense que chacun de nous doit pouvoir contribuer à cela. C'est ça. Pour sensibiliser autour de nous, je pense que c'est important. Très bien. Merci Mathias Kolodi-Dedjan, analyste politique. Vous êtes, il faut le dire, contrôleur qualité dans une société de la place. Et donc c'est pour ça que je précisais que vous étiez dans un domaine très environnemental. Merci d'avoir été là. Gagnou Agnili, analyste politique aussi. Merci infiniment d'avoir participé aux échanges de ce matin. Plaisir partagé, Gagnou. Et puis, Elia Djeran aussi. Vous êtes ici à ETélé, collègue au service de l'information. Merci d'avoir été là. C'est moi.